Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. On y est, le voilà, le dernier film de la première phase, selon moi, puisqu'il n'y a pas de phase dans le DC Universe, mais bon, on n'a même pas le titre du film, comme on s'est déjà fait une diversion. Ça risque d'être très long comme vidéo, hein, je préviens tout de suite, quand ça démarre comme ça va être chaud. Justice League, sorti en 2018 et réalisé par Zack Snyder et Joss Whedon. Oui, j'expliquerai pourquoi, je sais que le film est crédité de Zack Snyder partout où il sort, mais je trouve que ce n'est pas vrai et je vais en parler. C'est donc la première conclusion, du premier cycle du DC Universe. Ça ne devait pas l'être au début, hein, je suis obligé de faire une parenthèse tout de suite. Ce film ne devait pas conclure exactement le premier cycle, la création de la Justice League et donc son arrivée, et donc le premier cycle du DC Cinematic Universe. Puisque Justice League au départ devait être en deux parties, avec Gotham Sirens, un autre projet de David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, et The Batman, qui devait être lui réalisé au départ par Ben Affleck et avec Ben Affleck. Et ensuite nous devions avoir Justice League 2 en 2020, je crois, grosso modo. Depuis que grosso modo Justice League est sorti, ça a changé, et maintenant on a Aquaman qui va sortir en 2018, Shazam en 2019, et on n'entend plus parler dans les charts et de dates pour l'instant pour Justice League second du nom. J'ai fait cette parenthèse pour faire mon cake, alors j'ai simplement fait des recherches Wikipédia, mais grosso modo, ça sous-entend, ça montre très bien que la production de DC Universe depuis le début est grosso modo schizophrène. Elle change d'avis aussi bien et de personnalité de film en film, faut être honnête, hein. C'est triste à dire, mais c'est quasiment vrai. Et elle est très très mal gérée à ces niveaux de moyens et d'ampleur. Quand il y a autant de blé, c'est hallucinant de voir à tel point une production marcher comme ça au radar et à la réussite du film précédent ou à son échec. C'est incroyable. Je suis obligé du coup de rajouter un petit truc. Je ferme cette première parenthèse pour pas en ouvrir un autre, mais pour une intro nécessaire à ma critique de Justice League. C'est que Snyder, grosso modo, Zack Snyder, donc le réalisateur qui devait faire donc Justice League et qui a réalisé Man of Steel et Batman vs Superman, a techniquement chapeauté tout le projet artistique du DC Universe. Il a été réal sur Man of Steel, et il a écrit l'histoire sur Batman vs Superman, même s'il y a eu des scénaristes, c'était lui qui avait l'idée de l'histoire. Il est à la source de l'idée de Suicide Squad et il a donné la première ligne, grosso modo directrice de scénario, à Wonder Woman, au film Wonder Woman. Et en plus, il a été producteur sur tous les films avec sa femme Deborah Snyder. Tout ça pour dire qu'il a eu une énorme présence artistique, mais en quelque sorte pas financière. Il a été très présent, je pense qu'il a mis des sous dans le projet, mais visiblement, il n'a pas eu assez de poids financier, puisque il n'a pas eu le final cut. Il l'a jamais eu sur aucun de ses projets, même ceux qu'il a réalisés. Peut-être Man of Steel, et encore j'ai des doutes. Il y a souvent eu du coup un gros problème de production, visiblement et apparent dans les films, une divergence artistique et surtout commerciale entre Zack Snyder et Warner Bros, hein, qui est donc le producteur du DC Universe, et peut-être que DC va créer son DC Cinéma, mais je crois pas que ce soit encore dans les blocs. Enfin, j'ai pas vérifié, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois qu'ils n'ont pas créé comme Marvel un studio, je crois, indépendant de production. Quand je dis indépendant, Marvel appartient à Disney, mais ça leur permet de garder une certaine tranquillité artistique que n'a visiblement pas les productions, n'ont visiblement pas les productions d'ici. Et ça, c'est visible, cette dissension entre le désir artistique de Snyder et la production du DC Cinematic Universe. Ça se voit dès Man of Steel. Je vous fais juste un petit récap sur Man of Steel, donc des films du DC Universe et de leur impact en quelque sorte. Donc Man of Steel a divisé malgré qu'il ait été un succès, hein. La critique populaire est assez désarçonnée par ce Superman plus vraisemblable et moins évident. C'est un film nolanien, j'ai envie de dire, hein, donc ça parle beaucoup, ça explique beaucoup. Donc le public n'avait pas spécialement suivi. N'appréciant pas pourtant la fin du film, mais bourré d'explosions, ça devient absolument presque indigeste, hein, comme je le disais dans ma critique. C'est spectaculaire, mais c'est très indigeste parce que le film a du coup deux gros morceaux comme ça, film intimiste quasiment, et ça bascule dans le film de catastrophe de manière complètement d'envergure, ce qui n'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir avec Superman.
Donc ça a pas mal désarçonné le public, comme je disais. Et puis, du côté des critiques ciné, on reproche au film des grosses invraisemblances sur son plot twist. J'en ai parlé dans ma partie spoiler de Man of Steel. Et le manque d'équilibre, visiblement, entre la réalisation de Snyder et l'écriture de Nolan et de Goyer, qui visiblement était parti sur quelque chose de très naturaliste, une réalisation à la Nolan, simplement, où chaque séquence avance des faits, et le film avance au coup des dialogues et des faits. Il y a pas de... On déborde pas. Là où Snyder s'est permis dans la dernière partie de se lâcher et de vraiment déborder en faisant des scènes d'action à rallonge, et du film catastrophe à rallonge, vraiment spectaculaire, encore une fois, pas désagréable à regarder, mais qui au bout d'un film aussi long et qui met autant de temps à se mettre en place, alors que a priori le public moyen connaît la mythologie de Superman, ça peut se discuter. Encore une fois, je discute pas le rythme, je pense que Snyder aurait dû tout simplement faire le film qu'il voulait à partir de Superman. Bon, en l'occurrence, c'était une idée de Christopher Nolan au départ, donc ça donne pas un si mauvais film pour un film finalement à deux têtes. Ensuite, Batman versus Superman a donc été attendu au tournant, puisque Superman avec Man of Steel avait divisé en quelque sorte. Du côté de la critique populaire, Batman vs Superman, il y a un rejet de l'idée de twist. Encore une fois, il y a vraiment un bins au niveau des twists dans les films de Zack Snyder, visiblement. Jouer le twist sur un prénom, j'essaie de ne pas spoiler. Moi, perso, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé même que ça fonctionnait, en fait. Mais je comprends que c'est pu faire tiquer, puisque le film a des petits soucis aussi de structure et des petits trous comme ça scénaristiques qui permettent assez facilement de se positionner en critique et d'être un petit peu hors du film, je pense. Mais je pense que c'est un film qui s'est plus cassé la gueule parce qu'il y a eu, par le contre-coup des effets désastreux de la communication, je trouve qu'ils ont vendu une confrontation entre les deux personnages qui en fait est pas dans le film, quoi. C'est pas ce qui se passe. J'en avais parlé dans ma critique sur Batman vs Superman, hein, vous vous souvenez, je fais une petite parenthèse. Je pense que le film est arrivé pas loin de Captain America Civil War, et ils ont beaucoup joué en mimant ou en devançant, je sais pas exactement, mais il y a quelque chose de très cousin dans leur communication sur la fameuse équipe Iron Man et l'équipe Captain America qui a beaucoup fait monter la sauce, qui a beaucoup aidé le film à se vendre avant qu'il soit sorti. Je parle donc de Captain America Civil War. Et donc ils ont un peu copié ça dans Batman vs Superman, mais à la différence où Civil War vendait réellement ce qui se passe dans le film, hein, ça arrive parfois qu'une communication finalement assez putassière vende réellement le film, hein, ça se passe, il y a une vraie confrontation entre Iron Man et Captain America, c'est le sujet du film d'ailleurs, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Je reviendrai là-dessus dans une critique plus développée de toute façon, de la trilogie Captain America. Mais en l'occurrence... c'était pas le cas du tout dans Batman vs Superman. Donc ça a vraiment, je pense, éloigné le public du film d'emblée, et en sortant, il y avait une sorte de frustration du genre, on nous a menti, alors que je pense que Snyder avait de toute façon pas fait le film en le pensant comme ça. Il s'agissait clairement d'aller vers une union des personnages à un moment donné, et que cette union allait avoir lieu dans le film. Le film avait d'autres, entre guillemets, audaces, et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, l'introduction de Wonder Woman et plein de choses comme ça. Mais je pense vraiment que c'est d'abord et avant tout dû à cette com désastreuse qui a vraiment vendu quelque chose qui n'était pas dans le film. Du côté des critiques ciné, il y a eu un gros reproche autour du jeu de Jesse Eisenberg. Encore une fois, moi, ça m'a pas ennuyé plus que ça. J'ai même trouvé que c'était un Lex Luthor plutôt foufou, plutôt pas flippant, mais assez angoissant, mine de rien, d'une certaine manière. Alors, bon, je comprends que c'est pas plus le coup du bonbon et ce genre de choses. Bon, je reviens pas sur ma critique en entier, mais voilà. Et surtout, voilà, la critique ciné ont aussi beaucoup pointé le mensonge sur le combat entre Superman et Batman, qui a été une manipulation de communication et qui n'arrivait pas. Et en plus, les deux personnages avaient de réelles raisons, selon ces critiques, de se confronter, des raisons qui auraient rendu le film beaucoup plus viable, selon eux. Je vous renvoie vers la vidéo du Nostalgia Critique que j'ai mis dans les liens de ma critique de Batman vs Superman, hein, qui vous indiqueront un peu plus clairement, je pense, que la critique en général a sorti. J'ai lu quelques critiques, j'en ai vu pas mal sur internet, c'était plutôt ça l'idée, hein. Grosso modo, dans le fond, il y avait des gens qui avaient aimé, d'autres pas aimé, mais ceux qui n'aimaient pas étaient majoritaires et pointaient vraiment le fait que la confrontation Batman et Superman n'arrivait pas, et que pourtant il y avait de très bonnes raisons qu'ils en aient une, et que le film du coup passait à côté d'une super opportunité. Moi, je suis plus modéré, je trouve que ça fonctionnait bien. Je trouve que leur union fonctionnait bien. J'ai pas eu de problème avec le twist, donc ça fait quand même beaucoup pour le film, hein, ça aide beaucoup le film. Et puis en plus, je trouve que ça pouvait se faire largement dans des films suivants. Maintenant, ça me paraît plus compliqué, mais j'aborderai Justice League au moment venu. Suicide Squad, donc, ça a été une grosse hype due à des bandes annonces très bien foutues.
La critique populaire était divisée, mais considère le film comme mauvais, globalement. Et la critique cinéma a considéré que c'était un des pires films de super-héros jamais faits. Oui, il est pas bon, il est vraiment pas bon. J'ai fait une critique assez longue pour le dire. J'étais déçu, et en plus, je pense qu'il y avait un super potentiel derrière. David Ayer aurait fait quelque chose de mieux que la boîte de com qui a fini le film, qui a fait le montage au final. Mais, honnêtement, le pire film de l'histoire des films de super-héros. Putain, les mecs, Catwoman, quoi, de Pitoff, Elektra, c'était Gary Ross, je crois, je sais plus qui est le réalisateur. Ghost Rider, quoi. Et je parle même pas de Daredevil avec Ben Affleck, quoi. Enfin, là, c'est quand même des films qui, à mon avis, étaient quand même. Je suis un peu dur avec le Daredevil de Ben Affleck, parce que l'histoire tenait quand même plus la route que celle du Suicide Squad, même si on peut pas trop comparer des films qui ont quasiment 15 ans d'écart, voire plus. Mais franchement, Ghost Rider, Catwoman, Elektra, c'était gratiné, hein. Le Punisher, là, avec, je sais plus le nom de l'acteur, d'ailleurs, merde, avec Thomas Jane, là, on était quand même dans le fond du fond de la cale. Moi, j'étais ado à ce moment-là, je faisais mes études artistiques, et j'allais au cinéma voir les films de super-héros parce que je suis un indécrottable, mais à un moment donné, j'en avais marre, quoi, de me taper des trucs aussi mauvais. Je vous dis tout de suite que quand j'ai pas vu Catwoman au cinéma, ni Elektra, mais j'ai eu le déplaisir de voir Ghost Rider, c'est bon, ça m'a vacciné, quoi. Après, j'étais clairement dans l'idée, je vais pas voir les films Marvel, je vais plutôt m'intéresser aux films X-Men, et enfin, l'histoire. À tel point que quand Iron Man était annoncé, j'étais en train de me dire, oh là là, ils vont nous mettre en PLS, quoi, ça va être un des films les pires qu'on ait jamais vus, si ça se trouve. Je connaissais pas le projet, hein, donc j'avais de gros a priori, mais le fait est que les années précédentes ne m'avaient pas rassuré, surtout après le foirage exceptionnel de X-Men 3. Qui était, waouh, un des films les plus kitsch qui a été fait de super-héros depuis longtemps, quoi. Je trouve que Suicide Squad est largement mieux, hein, pour vous donner une échelle d'idées. Bon, j'en rajoute un peu parce qu'il y avait de bonnes idées dans les X-Men 3, mais vous comprenez, on revenait de loin. Donc dire que Suicide Squad est un des pires films de super-héros, le pire film de super-héros jamais fait, ouais. Là, honnêtement, bon, c'est une question de goût peut-être, mais non. Juste non, quoi. Tu mets Elektra en face et tu m'expliques où tu vois de meilleure qualité dans Elektra que dans Suicide Squad. L'histoire est plus claire. Ah bon? Déjà, je suis pas convaincu, et ensuite de deux, t'as vu l'histoire, quoi. C'était quand même moins culotté que ce qui était moins difficile à faire que Suicide Squad, et pour avoir un résultat pareil en plus, quoi. Parce qu'au final, Elektra aussi est un tueur psychopathe à la base. Vous trouvez que le Elektra, là, qu'on nous a pondu, il colle à ça? Bref, j'en la parenthèse, parce que ça m'a mis hors de moi de lire ce genre de truc. C'est plusieurs critiques, d'entendre ça dans plusieurs critiques internet. Non, mais s'il vous plaît, calmez-vous, quoi. Retournez voir Catwoman et Elektra, Ghost Rider et autres, et puis on en discute, quoi. Sans compter que c'était les seuls films de super-héros pour venir sur Catwoman et Elektra qui parlaient qui avaient des super-héroïnes. C'est quand même tristissime que pendant des années, on ait eu que ce gaufrage total et ces films kitschissimes et mauvais et nuls, quoi. Voilà, j'ai pas assez de mots pour le dire. Bon, si vous pensez que j'en rajoute, n'hésitez pas à me le dire. Éventuellement, je les rematerai, peut-être que je modérerai un peu mon point de vue. Ça risque d'être chaud quand même, mais non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours me relancer sur le sujet, ça peut être intéressant, je serais peut-être surpris, j'apprendrai peut-être des choses. Et donc ensuite est arrivé Wonder Woman, qui était très attendu, parce qu'il n'y avait toujours pas de film du DC Universe, donc au bout de 3 films quand même, hein, ça commence à faire beaucoup, qui était considéré comme globalement bon, et surtout qui n'avait pas eu des polémiques derrière eux, qui décrédibilisaient tout le temps le DC Universe. Man of Steel et son fameux twist raté, Batman vs Superman et son twist raté et sa communication désastreuse, Suicide Squad et son foirage de montage, la production étant complètement perdue visiblement, et choisissant de donner le montage à une boîte de com, ce qui est une décision, mais d'une stupidité qui est impressionnante tout de même. Et donc, Wonder Woman était attendu au tournant grave. Là, la critique populaire a été globalement dithyrambique. On a considéré que c'était un très bon film. Le meilleur film de super-héros avec un super-héros féminin, absolument, évidemment, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. De là à dire que c'est un super film, un très très bon film de super-héros, ouais, je pense qu'il y a certaines reviews que j'ai écoutées, je trouve qu'ils ont été un tantinet exagérés. C'est quand même un film qui avait des défauts. Mais voilà, c'était quand même, de mon point de vue, un bon film. Et les critiques de cinéma ont dit que c'était un premier bon film pour le DC Universe, et là par contre, je suis plutôt d'accord. Ce qui fait que Justice League aurait pu arriver dans de meilleures conditions, mais malgré tout, il était attendu avec méfiance. Notamment parce que Snyder avait divisé pour de bon les fans, hein, depuis Batman vs Superman, c'est bon, le divorce était en quelque sorte acté. C'était déjà le cas après Man of Steel, mais alors après BVS, c'était même plus la peine. Et puis, le dernier film de groupe du DC Universe, c'était quand même Suicide Squad, donc
je dis pas que les gens attendaient avec appréhension, mais il y avait quand même un petit truc du genre, on sait pas trop, on va foutre les pieds, on va éviter de se dire que ça va le faire juste parce que Wonder Woman a marché. Mais, déjà, pendant la production de Justice League, la production de Warner Bros. Avait déjà annoncé que les films du DC Universe seraient désormais moins sombres depuis Batman vs Superman et après la première bande-annonce de Suicide Squad. À cause des critiques des fans soi-disant. Honnêtement, moi j'y crois pas. Je pense plutôt que c'était parce que ils avaient envie de se rapprocher de l'univers de Marvel qui est en train de cartonner et qui cartonne systématiquement sans aucune polémique, là où le DC Universe n'arrivait pas à se décrotter quoi, de scandales à chaque film. Il faut bien comprendre que Marvel cartonne à chaque film hein, en ayant un ton soi-disant plus léger. En fait, c'est tout à fait faux, mais bon. Il faudra que je refasse une review sur la trilogie, notamment Captain America, pour expliquer ce que je veux dire par là. Mais avait ce truc de dire c'est un peu plus familial. Enfin, moi, je trouve que c'est très discutable. Il y a des choses hyper glauques qui se passent dans l'univers Marvel. Hein. Je parle pas seulement de Infinity War qui est sorti. Je parle aussi de certains détails dans Guardians of the Galaxy 2, de la noirceur du sujet de Captain America Civil War et d'autres films aussi. Je vais pas tous les faire là. Mais grosso modo, visiblement, le DCU... La production voulait se rapprocher, je pense, du ton du Marvel, être un peu plus léger, chercher un public un peu plus, entre guillemets, familial. Et c'était aussi une critique indirecte de la Warner Bros. Du ton, en quelque sorte, déprimé et imprimé par Snyder sur le DC Universe. Des images désaturées, une destruction et des victimes en masse, des thèmes adultes à tendance mystique, prononcés, hein, vraiment, hein, religieux, quasi, et puis visuellement illustrés, quoi, voilà, c'est comme le dit le nostalgie critique, c'est Jésus, Superman dans Man of Steel, c'est les confrontations Jésus, c'est marrant comme lapsus, peu importe, Superman avec tous les gens qui veulent le toucher, des choses comme ça, qui sont vraisemblables comme image, mais qui sont iconicisées, et il y avait quelque chose de là de très lourd dans le sens... dans le sens tout simplement. C'est des films qui avaient d'abord un sens très très lourd. Et ça, visiblement, ça plaisait plus au Warner Bros. Et là, vlatipa, c'est un truc très moche, je devrais pas le dire comme ça, mais bon, il y a une aubaine en quelque sorte, hein, entre guillemets pour le Warner Bros, c'est que Snyder est out pour des problèmes familiaux, en plein milieu de la post-prod de Justice League. Donc grosso modo, le tournage était quasiment fini, et ils attaquaient la post-production, ils avaient commencé une part du montage et tout. Je passe les détails, mais Zack Snyder, une de ses filles s'est suicidée, donc c'est une histoire terrible. Hein. C'est pour dire, il n'est pas parti seulement parce qu'il y avait du bis-bis, genre il avait mal aux pieds. Hein. C'est vraiment parce qu'il lui arrivait quelque chose d'horrible, quoi. Et donc, il a évidemment naturellement quitté le projet pour se retrouver avec sa famille. Et c'est lui-même qui a donc intronisé officiellement Joss Whedon, son pote, pour finir le film. Et il lui a donné la liberté à 100% en rapport aux intentions de départ que lui avait fixées. Clairement, il lui a dit « tu fais le film que tu veux ». Évidemment, c'est très sympa de la part de Snyder et très compréhensif, et il a eu la chance qu'un mec comme Joss Whedon arrive, qui est compétent, hein, tout simplement, qui est un réalisateur compétent. C'est lui qui a réalisé notamment le fameux Avengers 1, qui est une vraie réussite de film de groupe de super-héros. Et... Donc voilà, il l'a mis sur des bons rails en lui disant « tu fais ce que tu veux ». Mais, évidemment, rien n'est aussi simple. Et quand la date de sortie du film a été déjà inchangée, c'est-à-dire que Snyder a intronisé Whedon et Whedon est arrivé et il fallait toujours sortir le film à la même date, donc 8 mois plus tard, c'est quand même très très court pour un film aussi cher. Et quand on a comme producteur la Warner Bros, hein, je veux dire, c'est une production qui est capable de faire un montage parallèle du même film au montage du réalisateur par une boîte de pub. Idée stupide et basée sur une idée que si la boîte de pub peut faire une jolie bande-annonce de 2 minutes, elle peut faire un bon film de 2 heures, ce qui est complètement con. Elle pourra faire un bon film avec 10 heures de rush. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une prod qui avait largement les coudes pour dire on le sort un peu plus tard, ou on donne d'autres moyens au réalisateur, on augmente l'enveloppe et il refait le film. Bon, c'est pas ce qui s'est produit, je reviendrai là-dessus après, mais grosso modo, c'est triste parce que c'est de nouveau un projet schizophrène. Il y a une sorte de malédiction autour de l'univers d'ici. Hein. Je peux pas m'empêcher de le voir comme ça maintenant, parce que c'est encore un projet une fois schizophrène. Après Man of Steel avec Nolan, Snyder et Goyer, grosso modo, dans le mix qui se sont pas tout à fait trouvés. Batman vs Superman avec Snyder, Goyer et Terrio,
qui était un peu plus, je pense, un film de Snyder, pour le coup, et ça, je pense que ça se sent, et ce qui fait que le film est globalement très bon. Et Suicide Squad, où on a finalement eu David Ayer et une boîte de com', c'est quand même zarbi, hein, c'est Wonder Woman, en fait, ça a été le seul film avec une identité stable, celle de Patty Jenkins. Et bizarrement, c'est un bon film. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais ça en dit long à un moment donné sur le fait que, voilà, il faut laisser, quand Margot Robbie dit qu'il faut laisser les artistes travailler, je suis pas loin d'être d'accord avec elle. Bref, le film sort donc en fin novembre 2018, et donc on reçoit cette étrange Justice League qui au départ n'aurait pas dû être étrange du tout, mais je vais m'expliquer là-dessus. Le pitch. C'est dans un monde déprimé, qui porte encore le deuil récent de Superman, que Batman découvre l'imminence de l'arrivée d'une invasion alien. Il décide alors de réunir une équipe d'augmentés, des personnes aux capacités extraordinaires, apparues récemment aux quatre coins du monde. Mais alors que tous ne souhaitent pas faire partie de l'équipe, que ce soit par égoïsme ou par crainte, Wonder Woman apprend à Batman que l'invasion ne va pas commencer, elle est déjà en marche. Alors, attaquons le gros parti de cette vidéo et de cet audioblog en quelque sorte. C'est un film difficile à critiquer. Parce qu'il est clairement déséquilibré et dès l'introduction. En fait, il y a deux introductions. Deux intros qui révèlent beaucoup de choses. On a une intro numéro 1 qui est filmée par une image de téléphone par des jeunes enfants qu'on entend donc en son et qui interviewe Superman qui a donc encore sauvé quelque chose. L'idée est bonne, l'idée est vraiment bonne. C'est un thème récurrent de tout, putain. Ah! Allez! C'est un thème récurrent de tout le DC Cinematic Universe, l'impact des super-héros et surtout de Superman sur le monde. Donc ça, c'est vraiment, c'est bien vu, c'est classe, ça a un fond thématique hyper intéressant et c'est assumé depuis le premier film, depuis Man of Steel. Et donc, on a ce passage donc avec lui qui dit des choses finalement très positives et très belles, avant un générique qui insiste sur son absence déprimante. Et ça, c'est une belle idée. Vraiment une belle idée. Et on sent qu'on veut nous faire ressentir que le monde l'a perdu et qu'on a perdu un truc. Le problème, c'est que cette première séquence, cette première intro avec Superman donc filmée, est gâchée par une des plus énormes erreurs techniques que j'ai vues depuis longtemps. C'est cette fameuse bouche dont on a dû cacher la moustache puisque Henry Cavill était sur le tournage de Mission Impossible Fallout et qu'il avait dans le contrat, j'imagine, de ne pas raser sa moustache et d'être disponible essentiellement pour ce tournage. Il se trouve que le DC Universe n'a pas pu s'entendre avec la production de Mission Impossible. Oh putain, de Mission Impossible, et donc il a dû la garder et ils ont dû l'effacer numériquement. Pourquoi pas ? Non mais sérieux, bon vous l'avez entendu parler en gauche à droite, mais quand même, je suis obligé d'en parler. Quand même un néophyte, mais quelqu'un qui en a rien à foutre du cinéma, qui était avec moi dans la salle de Cinoche, voit qu'il y a un problème avec sa bouche, c'est incroyable, c'est quand même un signe que c'est un très mauvais effet spécial. Enfin, je veux dire, c'est une critique. Les critiques ont été internet sont compréhensibles. Avec autant de moyens, comment tu peux rater autant ? C'est fou. C'est complètement fou. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un effet spécial raté à ce point-là, au point que c'en est flagrant, sur la tronche du personnage, le truc que personne peut rater. C'est vraiment complètement fou. Allez, on va prendre le côté positif. Quelque part, c'est rassurant. L'argent achète pas la qualité. Il faut toujours les gens qui la font derrière. Mais bon, ça, là, comme ça en dit long sur l'état de production de ce film. Mais quel échec! Quel ratage, mais c'est incroyable. Je reste sur le cul. Excusez-moi pour tous ces bâillements. Je vais me réveiller, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vraiment dommage, parce que c'était une intro qui avait un ton léger et qui faisait un beau contraste avec l'intro numéro 2, qui elle ajoutait une belle gravité. L'intro numéro 2, donc, arrive juste après. Le deuil de Superman dans le monde est vu par plusieurs points. On sent que le monde est démoralisé. Notamment par la musique qui est superbe, hein. C'est une reprise de Everybody Knows de Leonard Cohen par Sigrid. C'est une idée géniale. Ça ressemble beaucoup aux intros à la Snyder, hein, que ce soit celle de Sucker Punch, mais surtout celle de Watchmen,
qui est, je dis, celle de Sucker Punch est bien, elle est excellente l'intro, mais le film est très naze. Donc je reviendrai dessus à l'occasion si vous voulez. Snyder est vraiment doué pour jouer comme ça d'une musique bien choisie, lente, et en mettant différentes séquences les unes derrière les autres au ralenti, dans un très grand ralenti. Ça crée ça crée des tableaux qui ont une gravité, une plastique baroque absolument géniale. Je pense que c'est un grand fan de peinture baroque, ce mec, c'est pas possible autrement, quoi. Ou alors c'est son chef-op, je sais pas, mais il pond des images, on dirait vraiment des tableaux de Jéricho, je sais plus maintenant. Oui, c'est ça, enfin, la mort de Sardanapale, les genres de choses, quoi. C'est splendide, il y a vraiment des contrastes et des lumières, une sorte de fixation des gens avec ce mouvement léger, très au ralenti, donc. Et ça fonctionne très très bien, ça donne beaucoup d'ampleur à l'introduction de ces films, je trouve que ça donne beaucoup de sérieux et d'importance. Après, il faut que le film fonctionne derrière, ce qui n'est pas le cas par exemple de Sucker Punch, mais dans l'idée, c'est vachement bien et il sait très bien le faire. Mais ici, au moins le montage a été assuré par Whedon, et du coup la deuxième intro, elle est aussi un peu bizarre. En fait, il y a une petite scène avant avec Batman qui attrape une créature du grand méchant. Et cette séquence, elle est vraiment bizarrement montée. Les plans ont l'air trop courts ou trop longs, la scène a l'air molle. Ça ressemble parfois à du Whedon, mais pas à du Snyder. Snyder, il a des défauts, mais très rarement ces scènes d'action sont molles. Il y a la scène d'action dans le futur, là, dans Batman vs Superman, que j'ai trouvé pas tip-top. Je l'avais mis dans la partie spoiler de ma vidéo. Voilà, mais c'est la seule fois où j'ai vu vraiment une scène d'action de Snyder que j'ai trouvé un peu molle. Mais là, c'est pareil dans l'intro 2, il y a des plans iconiques qui sont très forts. Le drapeau notamment, pardon, excusez-moi. Le drapeau notamment noir avec le sigle de Superman sur les monuments. C'est vraiment bien, ça très fort, mais ça côtoie aussi une scène de vandalisme sur une épicerie musulmane, je crois, qui est plus difficile à décrypter, ça parle pas clairement. Grosso modo, Superman est mort, du coup on est de nouveau raciste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je comprends l'idée, c'est que les gens dangereux se sentent la liberté de se remettre en action, mais il y avait des manières bien plus intelligentes de le montrer, et du coup cette séquence est vraiment ou trop symbolique, ou beaucoup trop désuète pour avoir l'importance qu'elle devrait avoir par rapport à l'image du deuil de Superman. Je vous donne un exemple tout con de plan qui aurait été magnifique. C'est des plans, ça aurait été de reprendre quasiment les plans à l'identique, quasiment, de Batman vs Superman, quand on voit Superman notamment aller sauver des gens dans le monde, avec ces gens qui sont sur leur toit, qui mettent le sigle de Superman sur leur toit, et puis cette femme qui tend la main, et Superman devant elle dans les airs, comme ça, devant le soleil. Ou alors, quand Superman va simplement sauver cette fille du feu, vous voyez, on aurait pu voir un incendie où les gens l'attendent, le prient, avec genre des effigies ou des choses comme ça, et il vient pas. On aurait pu vraiment sentir son absence. Des gens, pareil, des gens pris par une inondation terrible, qui mettent son sigle, qui écrivent son sigle avec tristesse sur leur toit, mais bien sûr, parce qu'ils savent qu'il n'arrivera pas. Il y avait vraiment moyen de jouer une forme de dramatique au niveau mondial, l'absence du sauveur d'une certaine manière. Et je trouve que cette scène de vandalisme, par exemple, n'a pas du tout cette ampleur-là. Bref, ça en dit long, il y a... a priori, je pense qu'il y a des plans qui ont été enlevés au montage, et ça, parce que ça ressemble pas à Snyder quand il fait un choix d'intro au ralenti de faire des plans énigmatiques ou flous en termes de sens. Il faut que ce soit très 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 lisible. Je vous reconseille de voir l'intro de Watchmen qui est juste à cet endroit-là exceptionnel. C'est des tableaux comme ça, légèrement ralentis, avec des éléments qui bougent et d'autres pas. C'est absolument génial. On retrace 30 ans d'histoire des États-Unis, un peu moins. C'est absolument génial. Une des meilleures intros que j'ai jamais vues. Et du coup, dès la fin de cette intro, il y a une sensation que Whedon a merdé déjà 2 fois. Sur les plans de Snyder, parce que visiblement il n'en comprend pas le rythme, et sur les reshoots parce que c'est techniquement foiré ou est hors ton. J'explique ce que je veux dire par hors ton. Jusqu'à ce film, le DC Universe était sombre et sérieux. Donc il y avait Suicide Squad qui était foiré au montage, donc difficile de vous dire si le film voulait être sérieux. En l'état, il est foiré. Mais grosso modo, globalement, c'était des films sombres, sérieux, des films catastrophiques, des films catastrophes aussi. Non, des films catastrophes tout court. Et avec une tendance pour la tragédie quasi biblique. C'était pas très drôle tout ça. Il y avait quelques vannes, mais c'était vraiment pas très présent. Or, Joss Whedon, c'est le réalisateur des Avengers. Et Warner Bros a donné carte blanche à Whedon aussi, a confirmé carte blanche à Whedon aussi pour éclaircir le DC Universe en profitant de deux choses, le fait déjà que Snyder soit plus là, mais aussi de la résurrection de Superman. Je spoil à peine parce que je pense que vous en avez tous entendu parler avant de le voir, malheureusement, c'est ça qui est triste. Mais oui, Superman ressuscite
dans Justice League. Je vous spoil pas grand-chose, très tôt on comprend que ça va arriver. Et pour changer grosso modo le ton global d'ici Cinematic Universe, mais le problème c'est qu'un autre film était déjà tourné de toute façon. Et en fait, Whedon il a eu les coups des franches, mais il a pas tout retourné, il a fait des reshoots, pas un deuxième tournage. Il a pas recommencé le film. Alors ça peut paraître un peu stupide ce que je dis, mais c'est fatal, du coup ça donne forcément, avec deux réalisateurs aussi différents dans le style et dans l'approche de l'écriture, ça donne encore une fois un film schizophrénique, schizophrène au possible. Mais c'est pire que Man of Steel ou Batman vs Superman, parce que là vraiment on sent qu'il y a deux réals, deux tons, deux points de vue, plus une prod qui retourne sa veste aux premières critiques négatives de leur film. Du coup, j'ai trouvé que le film donnait l'impression de forcer sans arrêt son humour. Alors j'en rajoute un peu pour un Flash qui est joué par Ezra Miller et que j'ai trouvé vraiment sympa et dont l'humour est plutôt bien introduit. Je vous conseille d'ailleurs de voir la critique de Durandal de Justice League où il explique bien, je trouve très bien, de manière très juste, comment on introduit bien l'humour à une séquence et comment par contre l'humour peut complètement dégonfler une scène s'il est ajouté ou pour faire blague. Et effectivement, le personnage de Flash ne fait pas ça. Il est drôle, mais il dégonfle jamais ce qui se passe. Par contre, on a le film est bourré de petits dialogues qui changent trop le ton dans le film et qui, en tant que tel, qui créent une sensation vraiment bizarre. D'un côté, on a un monde déprimé avec Batman et Wonder Woman qui recherchent de l'aide car la situation est gravissime, et de l'autre, on a Alfred et Batman qui se titillent sur l'intérêt de Bruce pour Diana, ce qui va complètement à l'encontre du pragmatisme de Batman vs Superman et de Batman dans ce film qui condamnait à mort quand même. Le mec était arrivé à un certain stade de radicalisme dont il se revient après Batman vs Superman, ça je veux bien l'entendre, mais il n'y avait pas cet humour entre lui et Alfred qui était le fait qu'Alfred s'immisce dans sa vie privée était beaucoup moins présent. Ou alors voilà. Du coup, je trouve que vraiment on a l'impression que le film a beaucoup forcé l'humour partout où il pouvait en mettre. Je trouve le bon exemple, c'est l'histoire de Cyborg qui est trop sombre pour le film en quelque sorte, hein, vous verrez. Du coup, on ne pouvait pas mettre d'humour dedans. Aquaman, il est déjà cynique, donc c'était pas possible de faire plus. Flash, du coup, c'est l'humour, mais il faut qu'on rajoute un Batman qui est, comment dire, un peu gênant par moments, parce qu'il est intéressé par Wonder Woman, parce qu'il est gêné face à Superman à certains moments, bref. Donc on sent que la production s'est dit bingo, on va foutre l'humour là, mais je sais pas. Peut-être que c'est Whedon qui voulait l'humaniser d'une certaine manière. Mais je trouve vraiment que ça va à l'encontre du reste du Batman, du DC Cinematic Universe. C'est comment dire, un lapsus révélateur. Mais ça va aussi, je trouve, à l'encontre de ce qu'a tourné Snyder dans le même film. Alors, certains vont dire que j'exagère parce que c'est pas si présent, mais je trouve que c'est symptomatique dans la deuxième et surtout dans la troisième partie du film où l'attitude des héros devient réellement hors ton. C'est mal amené au mieux, je trouve. Sans trop spoiler, les héros rigolent trop face à une grande menace en quelque sorte, à quelque chose de costaud qu'ils viennent de faire. Je comprends l'idée, mais en même temps... Bon, je m'explique. Il y a deux héros qui doivent désamorcer une bombe, et le A explique à B que ça va être douloureux. Et il y a B qui dit qu'il préférerait rester en vie, blablabla, ce qui est compréhensible dans le contexte. Mais quand la bombe est désamorcée... enfin, il désamorce la bombe, ok, mais ça enlève surtout tout suspense, toute sensation de danger. C'est un humour qui est très 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 mal introduit, là. Il est forcé et du coup ça dégonfle complètement le troisième acte qui était déjà pas très tendu, hein. Soyons clairs, hein, la fin du film est assez rushée et finalement c'est pas dans la fin du film que se trouvent les meilleurs moments de Justice League, hein. Je suis obligé de le dire. Ça me permet du coup d'aller vers un autre problème. C'est un film qui est globalement mou ou qui manque de tension. L'amalgame de bonnes séquences mais aucune réellement marquante parce que les enjeux du film sont trop légers. Le fait que Whedon est intéressé essentiellement par la création du groupe, c'était déjà le cas dans Buffy, mais aussi Avengers et Avengers 2, c'est pas un problème.
et ça donne, lieu à de vrais bons moments. Le débat notamment autour de la résurrection de Superman, les personnages dans le débat, ils ont des positions cohérentes et solides, ça marche bien, c'est bien écrit. Il y a aussi la séquence d'Aquaman avec le lasso de vérité, je spoile pas, mais c'est une scène comique qui je trouve est bien introduite, qui augmente l'intensité de la scène et les rapports entre les personnages. Un peu à la manière de Whedon, quoi, pour le coup, ce qu'on avait un peu dans Avengers. Mais là, ça fonctionnait beaucoup mieux, pour le coup. Il y a aussi de très bonnes scènes d'action, aussi. La rixe interne, je spoil à peine, c'est vraiment une très belle scène, très snyderienne, hein, puisque c'est assez lisible, il y a des ralentis très forts, qui donnent une ampleur aux enjeux et au combat qui est en train de se dérouler entre les membres de la Justice League. Ou encore la rencontre avec le méchant dans les égouts, notamment les moments où Flash permet de voir l'action en hyper ralenti, ça marche très très bien ça en termes d'action. Mais le problème principal qui handicape tout le film, c'est le rythme qui est dû au changement de ton entre les shoots et les reshoots de probablement Snyder et Whedon. En fait, on a la sensation d'avoir deux films plutôt sympas et qui finalement ne cohabitent pas pour se combattre. Et je trouve qu'ici on a le pire résultat puisque ça finit par s'annuler, quoi. Les deux films s'annulent l'un l'autre. La gravité de Snyder ne peut pas cohabiter avec le film de pote de Whedon. Il y a quelque chose qui va pas. Les deux tons sont trop éloignés, je pense. En tout cas, Whedon n'a pas trouvé la solution, ça c'est clair. Et je trouve que c'est bien symbolisé par le grand méchant du film, Steppenwolf. Il syncrétise bien le problème. C'est un méchant unidimensionnel, alors pourquoi pas, même si c'est risqué, hein. Souvent dans des suites de films de super-héros, les films finissent par se différencier essentiellement par l'identité de leur méchant, parce que le méchant habitera ce film essentiellement. Il sera introduit dans ce film-là et il sera vaincu dans ce film-là, grosso modo, c'est ça l'idée. Du coup, c'est toujours très risqué d'avoir un méchant trop lisse, trop évident, parce que ça peut enlever de l'identité au film global, grosso modo. Et en ce sens-là, les motivations de Steppenwolf sont très snyderiennes. C'est un fanatique religieux qui veut créer un monde unique, avec en gros une entité au service de Dieu, quoi. Je fais une toute petite parenthèse, mais les méchants dans les films de Snyder, sans spoiler, par exemple dans 300, c'est un mec qui se prend pour Dieu. Dans Batman vs Superman, il y a quelque chose de l'ordre de la mégalomanie divine aussi chez Lex Luthor. Bref, c'est un thème qui est très présent chez Snyder et qui lui permet de donner beaucoup de gravité, d'emphase et de créer souvent des méchants over sérieux. Donc c'est des mecs, voilà, il y a quelque chose de l'ordre c'est grave ce qu'ils font, c'est important, très important, c'est au-delà de toute importance. Donc voilà, ça crée forcément des méchants qui peuvent avoir une certaine ampleur, mais qui sont aussi du coup très lisses et très évidents. Ils sont rarement surprenants dans leur attitude, ils sont mégalomanes. Basta. Et du coup, par définition, c'est des personnages qui sont pas... Enfin, Steppenwolf, du coup, aussi, c'est des personnages qui sont pas drôles, qui ont tendance à être très sérieux, voire opératiques, comme tout fanatique religieux, hein, en quelque sorte. Et ils sont sûrs de lui jusqu'au suicide ou à la défaite. Voilà, c'est assez... Leur chemin est assez, entre guillemets, linéaire. Ça donne du coup peu de marge de manœuvre, hein. En quelque sorte, si le personnage a peu de place, c'est parce qu'il doit être en quelque sorte une menace vraisemblable pour les héros. Il n'a pas besoin d'être là beaucoup, puisque son chemin est lisse, on connaît son objectif, et ça va être compliqué pour X ou Y raison pour les héros de s'opposer à cet objectif du méchant, mais il ne sera pas très présent, parce que par définition, il est lisse, il n'y a pas de nuance dans ce qu'il cherche. Et si du coup il a plus de place dans le film, il faut qu'il y ait un certain mystère autour de ses origines et de ses intentions, que ses intentions s'éclaircissent plus tardivement, et que du coup tout ça se soit diffusé, ses actions soient un peu plus diffusées dans le film, que les informations arrivent les unes doucement, pas trop rapidement les unes après les autres, et pour conserver une certaine part d'intérêt le plus longtemps possible, hein. Même si au final le personnage est assez unilatéral. Alors évidemment il faut trouver un dosage, hein. Si t'en rajoutes trop, si tu étires trop, et ben c'est foutu parce que finalement c'est un méchant lisse, donc c'est pas la peine de vouloir faire croire un grand mystère. Et si tu étires pas assez, ben du coup ça lui enlève très vite de l'intérêt et tu passes la moitié du film
à pas avoir besoin de le voir, ou à chaque fois qu'on le voit, en fait, ça enlève beaucoup de densité aux séquences, parce que tu sais ce qu'il veut, et voilà, il n'y a pas de mystère. Donc obligé de le construire sur autre chose, sur le fait qu'il est tout puissant, et ce genre de choses. Or là, justement, Justice League ne fait ni rien, ni l'un ni l'autre. Les motivations de Steppenwolf sont dévoilées très vite, pardon. C'est finalement une menace qui est peu présente malgré qu'il soit très fort. Je trouve qu'on n'a pas de sensation de danger pour les héros. Et alors que Steppenwolf tue visiblement beaucoup de gens, mais on est presque dans le cas du méchant qui sait qu'il n'est pas si fort que ça, et qui du coup va passer la moitié du film à être concentré sur son objectif, éviter les héros pour éviter de s'emmerder, en quelque sorte, sous prétexte qu'il doit servir son dieu ou machin truc. Bon, et du coup, ça le désincarne beaucoup, il a très peu d'intérêt. À mon avis, dans la tête de Snyder, Steppenwolf devait exister comme un méchant fanatique qui fait peur. Hein. Je parle du méchant de 300, j'ai oublié son nom, Xerxes, voilà, par exemple, ou même le méchant de Watchmen, hein, sans spoiler. Dans les deux films, c'est des méchants qui font peur. Enfin, Xerxes fait pas peur, mais il peut avoir un petit côté angoissant comme ça, parce qu'ils ont une sorte de détermination implacable, qui leur donne une impression de toute puissance à partir du moment où on sait que c'est eux le méchant. Et c'est une toute-puissante qui est assez écrasante, et la mise en scène de Snyder, la gravité dans la mise en scène de Snyder joue beaucoup à donner de l'ampleur à ça, et de la densité à ça. C'est des mecs complètement cons, mais en même temps ils sont tellement puissants que tu vas devoir te confronter à leur puissance. Et le problème c'est qu'ils ont la puissance d'imposer leurs conneries. Je caricature à peine. Hein. Or là, dans Justice League, dans le cut final, il est petit Steppenwolf, quoi. Il suit son plan. Il est cruel, mais il fuit souvent, comme je disais. Il est fort, mais on n'a pas le temps d'avoir vraiment peur de sa force. Bref, il fallait un méchant, et c'est tout. Il est présent, voilà. Et je trouve que ça symbolise bien qu'à un moment donné, Whedon s'est retrouvé avec un méchant probablement que lui n'aurait pas choisi ou qu'il n'aurait pas traité comme ça. Le bon exemple, c'est le Loki dans Avengers. C'est pas du tout un méchant unilatéral. C'est pareil dans Avengers 2. On peut beaucoup critiquer Ultron, mais c'est intéressant, je trouve qu'Ultron était un peu comme ça, c'est un peu un méchant unilatéral. Il met du temps à grandir, du coup le film arrive un petit peu à maintenir du suspense autour de lui, mais grosso modo à la moitié, on a compris que voilà, c'est un méchant classique, il se prend pour un dieu, et basta. Du coup, dans Avengers 2, c'est un peu difficile, ça handicapait le film. Et là, du coup, j'avais pas pensé, mais ça crée un parallèle. On a un peu le même problème avec Steppenwolf. À l'époque, il s'était mis un peu les pieds lui-même il s'était pris un peu les pieds lui-même dans le tapis, Joss Whedon, en choisissant Ultron comme méchant et en le traitant comme ça, en l'écrivant ainsi. Mais là, Steppenwolf, dans les intentions de Zack Snyder, s'éloigne clairement d'un méchant avec une certaine densité, avec une complexité familiale ou autre, qui aurait permis à Whedon de lui donner une autre densité, de trouver autre chose, de tourner des reshoots ou quelque chose pour lui donner une autre présence. Du coup, c'est pas le cas. Et voilà, on a un méchant snyderien dans un film de Whedon, ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Dans quelques petits passages, on sent que Snyder voulait faire un prêtre soldat fanatique, hein, de Steppenwolf. Il a une réplique notamment sur la famille en disant qu'il comprend pas pourquoi les gens s'inquiètent de leur famille avant de mourir. On sent vraiment que chez lui, rien ne compte sauf Dieu. Hein. C'est un fanatique. C'est le fanatisme au niveau final, en quelque sorte. Quand tes proches même disparaissent sous l'idée de la déité, quoi, quand tu commences vraiment à tourner la carte complètement, quoi. C'est ça Steppenwolf. Ça, c'est pas mal. En plus, le choix du casting de Kyron Hines, qui est un acteur que j'aime beaucoup, je prononce peut-être très mal son nom, alors je vais le dire à la française, Ciaran Hines. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce correctement. Moi je dis Kyron Hines, je suis pas certain que ce soit dit comme ça. Et vous pouvez vous foutre de ma gueule de mon accent anglais, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, j'assume. Acteur excellent, notamment dans la série Rome où il joue le rôle de César, bref, série que je vous conseille encore une fois. Entre autres, il est aussi excellent dans le film Munich de Spielberg, si vous avez vu Munich, matez Munich, et il est très bon dedans. Du coup, c'est un choix fort, c'est un acteur qui a une gueule comme ça, un charisme, un poids, il peut donner du poids au personnage, ce mec. Le problème, c'est que dans le film, c'est complètement étouffé par les CGI, on voit pas du tout que c'est Kyron Hines qui joue ce mec, ça lui ressemble de très très loin, sans compter que je trouve la gueule de Steppenwolf pas très intéressante, enfin ça c'est mon point de vue, hein, je trouve pas que ça traite de grand chose.
Le fait que ce soit fanatique, le fait que ce soit un soldat, je trouve pas que ce soit très apparent. C'est random méchant. Je suis désolé, je trouve qu'il est assez oubliable. Sans compter que tu faut ajouter à ça que le choix du cut final, hein, centré sur l'équipe, est déséquilibré en quelque sorte par Whedon, qui ne s'intéresse tout simplement pas au personnage, et c'est flagrant. Purement et simplement. C'est un personnage outil. Et du coup, c'est dommage. Parce que dans Justice League, les personnages sont tous séparément plutôt bien. Que ce soit leur physique, leur dégaine en quelque sorte, et leur personnalité, je trouve que c'est plutôt réussi. Il y a des défauts aussi, hein. Par exemple les enjeux de Aquaman dans le film sont résumés en une séquence très rapide et un peu faible, qui est contrastée mine de rien par sa personnalité dans l'équipe, hein, puisque c'est un solitaire plutôt bourru, et ça marche plutôt bien, notamment parce que le look de Jason Momoa fonctionne vraiment très bien pour le perso, mais grosso modo ses motivations dans le film, c'est voilà, elles sont très très vite résumé. C'est aussi la difficulté à un moment donné d'introduire des personnages forts qui sont supposés avoir leur film à eux après et non pas avant. Je trouve que c'était déjà par la base pas évident. Mais du coup j'aurais presque eu envie qu'ils se facilitent la vie, qu'ils disent ok je veux faire partie de l'équipe, quitte à un moment donné à leur dire je veux pas faire telle chose parce que je trouve ça con et ainsi de suite et à s'opposer dans l'équipe, plutôt que de le mettre dans le film dans le sens où il veut pas être dans l'équipe d'abord, qu'on ait besoin de le motiver par une séquence qui est un peu tirée par les cheveux, qui est vraiment très très rapidement introduite. Et du coup, il vient un peu dans l'équipe par défaut, tout en étant un petit peu bourru, du genre, voilà, moi, l'équipe, machin, blablabla, je vous aime pas, quoi, je caricature. Je trouve que c'est des circonvolutions qui servent pas à grand chose, et qui prennent du temps, alors qu'au final, le personnage aurait pu exister en étant une opposition dans l'équipe, quelqu'un qui est pas d'accord sur certains choix, qui s'oppose, et du coup, ça aurait créé encore plus de l'antagonisme fort à l'image. Ils auraient pu se prendre la tête beaucoup plus que ça, tout simplement. Bref. Là, encore une fois, entre les shoots et les reshoots, il y a peut-être eu des manières dont le personnage a été repensé. Mais je pense pas trop. Ça ressemblerait plutôt à du Snyder, je trouve, d'avoir un personnage comme ça. Quoique, encore une fois, c'était le premier film réellement où Snyder allait avoir un groupe. Non, en même temps, le personnage de Stelios, qui est joué par, je crois, pas Stellan Skarsgård, n'importe quoi. Michael Fassbender dans Stellan Skarsgård dans 300, ça aurait été très drôle. Bon, bref, peu importe. Vous allez trouver des photos de l'acteur si vous voyez pas de qui je parle et vous allez rigoler, parce que lui dans 300 ça aurait été très drôle fait. Je pense pas qu'il aurait pu faire partie des Spartiates, bref peu importe. Même si c'est un mec très costaud, hein, mais bon peu importe. Et oui, donc le personnage de Stelios dans 300 a ce côté un peu fou, un peu rebelle, un peu ouf. C'est lui. Si vous avez vu 300, c'est lui qui rigole en voyant l'armée perse et en disant j'ai rêvé toute ma vie de me confronter à une armée comme ça, de mourir glorieux sur le champ de bataille, j'espère qu'ils vont être à la hauteur. Donc il est content comme ça, sous le regard du grec qui est en train de dire mais il est complètement taré ce mec, il est complètement barré. Bref, je ferme la parenthèse. Mais donc il a ce genre de personnage aussi dans son écriture, bon, peu importe. C'est pour ça que je pense que ça peut être un peu du Snyder tout ça. Même si je pense quand même que Whedon a beaucoup apporté aux séquences de groupe, hein, et c'est notamment ce qui fonctionne le mieux, je pense, au final, dans le film final. Pour revenir sur les personnages donc, l'histoire de Cyborg aussi est pas mal. Elle est un poil expédiée aussi, mais je trouve qu'elle, pour le coup, elle est bien écrite. Elle trouve plus ou moins bien sa place. Ça va un peu vite, encore une fois, mais ça marche plutôt bien. Et l'histoire de Flash est bien écrite aussi, même si elle est aussi un poil expédiée. Bref, je trouve qu'il y a surtout un problème de rythme et de ton. Mais je parle pas de Batman et de Wonder Woman, parce qu'ils étaient déjà là, présentés par des précédents films. Ben Affleck et Gal Gadot sont très bien, enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire, et il en va de même pour Henry Cavill, hein, mais là on a d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais grosso modo, les ingrédients étaient là, ça aurait pu le faire. Les personnages, l'intention des personnages, le choix du casting et de leur style, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu faire vraiment un bon film, je trouve. En l'état, c'est un film de super-héros moyen, mais plutôt sympathique. Avec quelques moments sympas, mais je trouve rien de vraiment transcendant au final. Perso, j'ai une sensation de gâchis. J'apprécie beaucoup le travail de Snyder et je trouve qu'il y avait un grand film à faire avec Justice League. Vraiment. J'irai pas jusqu'à dire que Whedon n'a pas su donner de l'ampleur, parce que c'est trop difficile de cerner exactement l'apport entre Whedon et Snyder. Hein. Vous voyez, dans l'écriture des personnages, avant, j'étais déjà en train de faire des circonvolutions, je savais plus très bien. Mais clairement, les quelques idées de Snyder, encore présentes, étaient
c'était des idées pour un grand film, pour un film d'ampleur, pour un film qui avait une gravité autre, une importance autre. Et comme le film s'est vendu comme l'arrivée, la conclusion d'un premier cycle, puisque finalement ils ont annulé Justice League 2, j'insiste encore, hein, ça méritait au moins ça. Surtout quand à la base on a Man of Steel et Batman vs Superman qui sont très sérieux, très denses. Et finalement Wonder Woman est un film aussi, mine de rien, d'une grande gravité. Le sujet qui est traité dans Wonder Woman, c'est pas drôle, quoi. Et du coup, enfin, je reparle pas de l'accident industriel qu'est Suicide Squad, mais grosso modo, c'était un film qui devait conclure tout ça. Et dans ce sens-là, c'est pas le cas. Ma sensation du DC Cinematic Universe, c'est que c'est pas si mauvais. Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je comprends que les fans des personnages puissent être déçus et avoir une dent contre les choix artistiques de Snyder. Moi, je trouve qu'en tant que tel, en tant que film, objectivement, il y a vraiment de bonnes choses. Mais j'aurais aimé voir le DC Cinematic Universe si Snyder avait pu faire son taf jusqu'au bout, quoi. Il y a vraiment, dans les rares moments où il a pu vraiment aller jusqu'au bout de son idée, il y avait une ampleur, une vraisemblance et un sens de l'équipe qui, par moments, on voit vraiment tellement fort, quoi, et tellement au-dessus de Marvel sur ce point, que c'est vraiment dommage. Je trouve que ce choix d'être très premier degré est très grave, notamment dans Batman vs Superman, mais ça calait à donf. Ça donnait une mystique au personnage, et un côté mythique aussi, qui je trouve chez Marvel a tendance à disparaître par moments en dessous d'une certaine condescendance vis-à-vis du fait que c'est un film de super-héros et qu'il faut en rigoler, qu'il faut pas prendre ça trop au sérieux quand même. Ils ont réussi leur coup, hein, puisque là je ferai ma critique prochainement sur Infinity War, et quand ça devient sérieux, ça fonctionne. Mais au bout de 19 films, je crois que c'est le 18e ou 19e film Infinity War, ça n'arrive quand même pas à l'ampleur que ça aurait dû avoir. C'est ça que je trouve dingue. C'est très bien sur certains points, et sur d'autres, ça reste complètement léger, quoi, et quasi évanescent. Et je trouve que là, ce que Justice League aurait pu être en termes d'ampleur, en termes opératiques presque, dans l'espace de 4 films, ça aurait été vraiment énorme. Bon, pour en finir sur le DC Cinematic Universe, pour aller vers autre chose, je vais pas... vous avez compris mon point de vue, je trouve que le DC Cinematic Universe aurait pu être génial, et que malheureusement, pour des problèmes de production et de choix, j'incrimine complètement Warner Bros. Je pense vraiment que Snyder avait un univers pour le DC Cinematic Universe intéressant, qu'ils auraient dû le laisser le faire jusqu'au bout, et ils auraient pu le virer là, après Justice League, mais à partir du moment où il a fait Man of Steel et Batman vs Superman, c'était vraiment très con d'aller l'emmerder sur tous les projets suivants. Et de laisser les cours des franches essentiellement à Patty Jenkins, sous prétexte qu'ils avaient changé leur fusil d'épaule entre temps, et qu'ils allaient faire des origin story, ou des films qui n'ont rien à voir avec le canon de Justice League. Grosso modo, ils vous disent: oui, Justice League ça marche pas très bien, mais c'est pas grave parce qu'on va faire des films sur les personnages qui ont rien à voir avec Justice League, donc ça ira. C'est vraiment une manière de dire: non, mais nos films précédents, on s'en fout, matez les suivants, ça suffit. C'est vraiment débile. Je trouve que c'est vraiment une manière très très faible d'utiliser le catalogue de DC et de développer cet univers. Vraiment. Et donc, à propos de la production principale du DC Cinematic Universe chez Warner, il y a des changements qui sont à venir. Alors, ces changements seront peut-être positifs, hein. Il y a un nouveau producteur principal, c'est plus le même, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas noté, qui va reprendre, donc on va voir déjà ce que ce mec veut faire. Grosso modo, c'est le gars qui... j'ai oublié le nom, maintenant j'ai maté des critiques d'un nom de Star Wars et j'ai oublié la dame qui s'occupe de tout le développement des Star Wars au cinéma. Bon, vous voyez, elle, ou alors plus simplement dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Kevin Feige, c'est des gens qui ont le rôle, grosso modo, de la coordination artistique globale du projet, quoi. Kevin Feige, il est déjà projeté sur 5 ou 6 ans de films. Nous, on est sur Avengers Infinity War. Lui, il est déjà sur la suite largement. Il a déjà 2-3 films dans les escarcelles avec des réalisateurs. Il y a des tournages qui ont déjà commencé, d'autres qui sont en train d'écrire. On est en train déjà de prévoir la suite. Vous voyez, c'est ce rôle-là qu'il a. Donc, c'est des gens qui ont un rôle très important. Et donc, dans le DC Cinematic Universe, il y avait un mec dont, évidemment, la Warner n'a pas été content, hein, parce qu'au niveau commercial, ça a foiré, mais pas seulement. Donc, ils ont pris un autre gars. Franchement, je sais plus qui c'est. Et ça annonce des changements. Alors, des changements de quelle nature? Je sais pas. J'en sais rien pour l'instant. Mais comme déjà, pour les mauvais signes avant-coureurs, Ben Affleck a quitté Batman, alors qu'au départ il devait le réaliser, et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, parce que c'est un excellent Batman. Et quand je dis qu'il l'a quitté, c'est qu'il va pas réaliser le film, mais en plus, a priori, il va plus reprendre le personnage. Ce que
que je trouve vraiment, vraiment dommage. Parce que, tout simplement, il était très très bon. Enfin, j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Suicide Squad du fait qu'il faut se modérer dans notre interprétation du jeu des acteurs. Effectivement, Ben Affleck a fait des rôles transparents dans sa carrière et tout ça, il s'est fait connaître comme ça, il a aussi fait des rôles de miné et ainsi de suite, je vais pas revenir sur ce que je disais sur lui déjà dans Batman vs Superman. Mais là, en l'occurrence, il est vraiment très bon dans ce Batman-là, j'ai rien à dire. Aussi bien dans Batman vs Superman que Justice League, il joue vraiment très très bien. Et même quand on lui fait jouer des choses qui me paraissent à la masse, mais je reviendrai dessus dans la partie spoiler. Du coup, le fait qu'il parte et qu'il ne réalise pas le prochain The Batman, c'est une chose, mais qu'il quitte carrément le personnage, c'est vraiment, je trouve, une grosse perte pour le DC Cinematic Universe, parce que je trouve que ça va lui enlever de la crédibilité. Alors peut-être qu'il va y avoir un excellent acteur qui va prendre sa place, hein. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait Jake Gyllenhaal, ça, alors là, évidemment, s'il est remplacé par Jake Gyllenhaal, c'est cool, parce qu'on va voir autre chose, mais quelque chose de forcément intéressant, je pense. J'ai rarement vu Jake Gyllenhaal foirer quelque chose. Mais je trouve ça dommage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de réussi dans ce Batman vieillissant, le plus vieux membre de la Justice League, du coup le plus blasé aussi, celui qui a visiblement vécu les choses horribles avant, et qui en était devenu sec et noirissime. Je reviendrai probablement sur cette séquence petite, je ferai une analyse de séquence à l'occasion sur ce petit bout-là, où il a ce fameux dialogue avec Alfred, et que Alfred lui dit quelque chose d'extrêmement juste et de moral, et lui il a une sorte de dédain comme ça qui est horrible. Je pense qu'on n'a jamais fait un Batman aussi dégueulasse, quoi, mais vraiment, quoi. Enfin bref, aussi noir, aussi, mais pour le coup dégueulasse, j'ai pas d'autres mots. Bref. Donc c'est une grosse perte, il est excellent, c'est un excellent Batman, je pèse mes mots, et je trouve qu'on peut pas l'attaquer sur le jeu de son personnage, on peut attaquer sur l'écriture, et ne pas aimer que ce soit un Batman aussi violent, noir, et ainsi de suite, aussi amoral, ou immoral plutôt simplement, mais lui, il est excellent, il est crédible de bout en bout, je vois pas Ben Affleck, je vois Bruce Wayne, je vois Batman, je trouve ça vraiment, peut-être, de mon point de vue, un des meilleurs Batman que j'ai vu. Il a réussi à supplanter pour moi l'interprétation de Christian Bale que j'avais beaucoup aimé, qui était très comme ça, nolanienne, hein, c'est-à-dire très transparente, limite fade, diront certains. Alors que moi je trouvais qu'au contraire il jouait beaucoup l'intériorité, je trouvais qu'il était vachement bon pour ça. Mais je trouve que là, bon déjà ils ont donné un peu plus de matière à Ben Affleck, mais Ben Affleck il a vraiment amené un poids comme ça dans les silences, dans les regards, qui est... Enfin, c'est phénoménal ce qu'il faisait dans ce rôle. Donc c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, a priori Snyder ne va pas revenir. Il n'est pas repris pour le reste du DC Universe, si j'ai bien compris. Ce qui pour moi, vous avez compris, j'aurais aimé qu'il fasse son DC Universe au moins jusqu'à Justice League, qu'il puisse mener son projet à terme, ce qu'il n'a pas pu faire, pour différentes raisons, mais surtout je pense parce que Warner Bros au bout d'un moment n'a plus cru à son projet. C'est dommage, tout ça n'est pas très réjouissant. Alors, le fait la petite chose qui me laisse un petit peu me dire, bon, ça va changer, déjà comme je vous l'ai dit, ce producteur va changer, le producteur exécutif, la personne qui suit tout le projet, qui chaperonne le projet, c'est quand même important, il met beaucoup de sa personnalité dans ses suites et ses univers, ses multivers de films. Aussi bien aussi bien Kevin Feige chez Marvel que la productrice des nouveaux Star Wars, j'ai oublié son nom. Enfin bref, tous ces gens-là, on sent vraiment leur importance maintenant quand les films ont des suites comme ça. Hein. Je donne la productrice des Star Wars parce qu'elle n'est pas seulement la productrice principale du projet Star Wars de l'univers canon, elle est aussi celle des films comme Rogue One ou Solo qui vient de sortir, bref. Donc attendons-nous voir ce que ce nouveau producteur a proposé, et puis le prochain Aquaman, le prochain film DCU qui est Aquaman, est réalisé par James Wan, et James Wan ça le fait bien. James Wan c'est putain un bon réalisateur, j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers que je trouvais le Fast and Furious qu'il a fait tout à fait correct, malgré les difficultés qu'il a eues. Le film est très mauvais sur certains points, mais bon voilà, quand on a un acteur qui meurt et que la production veut absolument le garder dans le film, au bout d'un moment effets spéciaux partout, ça devient ridicule, ça fonctionne pas. Mais au-delà de ça, le film était bien foutu, c'était peut-être le meilleur Fast and Furious. Alors j'en rajoute légèrement parce que c'est toujours aussi mal écrit, hein. À un moment donné le scénario tu peux pas le sauver avec des artifices de réalisation sans arrêt, mais je trouvais que ça fonctionnait globalement très bien. Et puis surtout, il a réalisé d'excellents films avant, hein, Death Sentence, qui est vraiment superbe, entre autres, James Wan, il est assez connu, je ne vais pas énumérer sa filmographie. Donc, c'est lui derrière Aquaman,
avec en plus un Jason Momoa qui a été bien introduit, je trouve, dans ce Justice League et qui est intéressant, qui sait, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant, on sait jamais. Donc j'attends de voir. Mais il faut être clair, si je dois, avant de passer à la partie spoiler, je dirais que on est passé à côté d'un sacré truc. Et je pense que le point principal, c'est que Warner Bros. Et tout simplement la production de films c'est un peu le style des blockbusters actuellement. J'en discutais encore avec une amie réalisatrice qui m'a plutôt bien dit les choses et bien pointé ça, je trouve qu'elle a raison. Il y a une sorte de peur du mythique. On est obligé de mettre de l'ironie partout, et de la mauvaise ironie. Pas l'ironie, oui, on se prend pas trop au sérieux, non, c'est de l'ironie qui dit non, mais vous voyez, c'est de la blague, rien n'est vraiment important, hein, c'est juste, voilà, c'est un film. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pas spoiler, mais c'est un peu le style du dernier Star Wars, et c'est le cas aussi dans Justice League, d'un seul coup, alors que les 2 premiers films avaient une sorte de noirceur comme ça, qui sied parfaitement, tout simplement au personnage et à leur univers. Il n'y avait pas de quoi, je pense, s'en offusquer. Sérieux qui était aussi très présent dans Wonder Woman, et évidemment dans Suicide Squad, le film a été remonté par une boîte de com, donc difficile de dire où allait bien pouvoir aller ce film, mais l'univers était lui aussi sombre, mais aussi mythologique, il jouait beaucoup sur sa propre mythologie. Il en jouait, mais il essayait d'en jouer. Donc il y avait quelque chose d'assumé, et là, d'un seul coup de Justice League, le film, tout l'univers fait demi-tour, entre guillemets, quoi. Je vais expliquer ça un peu plus dans la partie spoiler, mais tout ça pour dire, ça m'ennuie de voir tous les films aller vers une sorte de légèreté sous prétexte que l'univers Marvel a fait du fric avec et s'en est bien sorti. Alors, il y a des univers qui se prêtent bien à ça, ou tout simplement des directions d'univers, celles que Kevin Feige a pris, permettaient ça. Elles permettaient d'avoir une sorte de comédie familiale accessible, tout en ayant des enjeux qui sont, selon les films évidemment, plutôt sérieux, voire carrément sérieux et bien traités. Après c'est des films, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais je parle de la direction artistique globale et du sens de ces films-là dans leur équilibre. Il y avait un choix de faire des comédies de super-héros, entre guillemets, mais en laissant une grande part au sérieux et aux enjeux pour que ça tienne encore en termes de films de spectacle, en termes de films de suspense, ainsi de suite. Et là, Justice League, c'est vraiment l'exemple que si ça ne voulait pas être fait au départ, ça a été forcé dedans, et du coup on se retrouve avec une conclusion qui est très décevante par rapport au film précédent, notamment parce qu'il y a une perte de ton et une perte de style, tout simplement. Enfin voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, vous comprenez que je suis déçu globalement par ce Justice League, même s'il y a... plutôt que je suis déçu de la direction que ça a pris, même s'il y a des choses qui étaient bien dedans. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner maintenant le DC Cinematic Universe, maintenant que ça va redémarrer entre guillemets avec ce nouveau producteur à partir d'Aquaman. Et puis après Aquaman, je pense que je ferai une petite critique et on verra déjà s'ils ont choisi si James Wan a épousé un ton différent ou s'il a repris ce ton un peu marvelesque mais qui s'en est mieux sorti. Ce dont je doute pas, ça me dérangerait pas de voir James Wan réaliser un film de chez Marvel, par exemple. Je pense pas qu'il serait complètement déplacé. Bref, attendons de voir. Pour ceux qui vont pas dans la partie spoiler, je vous remercie de votre écoute, c'est vraiment cool les amis, et puis n'hésitez pas à critiquer, à liker, à me dire ce que vous pensez d'autres films, peut-être que si vous voulez que je critique des films que j'ai pas vus, dont j'ai pas parlé, sur le Facebook, sur l'Instagram, sur le Twitter aussi. Voilà, je vous dis merci, à tout bientôt, et aux autres, on passe à la partie spoiler, parce qu'il y a des choses à dire. Oh, il y a des choses à dire, oh oui, j'ai des choses à dire, et donc je me suis perdu dans mes notes. Donc voilà, je voulais évoquer avec vous déjà la musique de Danny Elfman. J'ai constaté avec surprise à la fin du film dans le générique que c'était Danny Elfman qui avait fait la musique. Danny Elfman qui est le compositeur de la fameuse musique de Batman, hein, des films de Burton, faut voir le truc. Je la fais super bien à la bouche, c'est formidable, et qui est génial, qui est une super musique, qui avait été repris pour le dessin animé de Bruce Timm, extraordinaire. Bon bref, si vous avez jamais vu, je le redis, je l'ai certainement dit ailleurs, mais si vous voulez la meilleure adaptation selon moi de Batman, de la BD à proprement parler, pour moi c'est les dessins animés de Bruce Timm qui ont réussi à retrouver le style un peu stylisé comme ça, très années 60, comme ça, une sorte de futur vu des années 60, avec un Gotham en noir, comme ça, toujours la nuit, superbe, un style de personnage légèrement carré, avec un Batman avec un menton carré, comme ça. Et puis, des histoires géniales, qui souvent nimbées de noirceur et de mélancolie, mais pour les enfants, vraiment, à direction des enfants et des ados, c'est superbe, c'est une série juste excellente, de A à Z, rien acheté là-dedans.
Faudrait que je la revoie en entier, que je vous fasse une critique à l'occasion. Ça aurait peut-être le coup. J'aurais peut-être rien d'autre à dire que c'est génial en même temps. Bref, faudrait que je la revoie. Et donc c'est Danny Elfman qui avait composé cette musique, et là évidemment, ça fait un moment que c'est le cas, je pense pas que ça surprendra les gens qui le connaissent, mais voilà, la musique pour moi elle était inodore. Il se passait rien dans la musique de Justice League, je suis désolé. Et j'en parle pourquoi, vous allez me dire, juste pour dire ça? Non. C'est parce qu'à des moments clés du film, il y a les vieux thèmes de Superman et de Batman qui reviennent. Là je vous parle des films de Richard Donner, dans ce thème-là, et le thème de Batman de ce même Danny Elfman à un moment donné, avec, vous voyez, les grandes couches de violon, de cordes, et puis d'instruments avant, enfin des trucs comme ça, notamment dans la première scène du film, ce qui m'avait déjà choqué. Et je sais que certains ont apprécié, mais alors perso, j'ai trouvé ça stupide. Juste stupide. Je suis désolé. Le DC Cinematic Universe qu'on avait là avait une grande force qui avait tenu le coup de film en film, à part dans Suicide Squad où c'était n'importe quoi, mais mis à part cet accident industriel, les musiques étaient vraiment super bien. J'en ai parlé dans mes différentes critiques. Le thème de Krypton de Superman, le fameux arcade, le thème du vol de Superman est vachement bien, original, et il est envolé, il a une sorte d'ampleur comme ça, fantasmatique, quoi, du personnage qui découvre qu'il peut voler, qui est splendide. Les thèmes dans Batman vs Superman, avec notamment le drame familial, le thème de Batman au début qui est superbe, plein avec cette voix qui joue beaucoup sur les voix angéliques comme ça en fond, splendide. Et je parle même pas de Wonder Woman évidemment, avec le fameux thème Wonder Woman Wrath qui était déjà dans Batman vs Superman, et le Action Reaction dont j'ai déjà parlé, sur le générique de fin, et d'autres thèmes comme je crois que c'est pas Brooklyn Square, je sais plus ce que c'est. Bref, plein de thèmes superbes qui avaient largement leur place dans Justice League et qui pouvaient revenir de manière triomphante d'ailleurs. Ça aurait pu être superbe d'illustrer la difficulté par exemple de Wonder Woman et de Batman face à ce personnage de Steppenwolf, et puis faire arriver Batman non pas sur le thème des films de Richard Donner qui ont rien à foutre là, mais plutôt sur le thème par exemple de Krypton, ou plus logiquement sur le thème du vol, son thème à lui, que ça arrive de loin et qu'on se dise ah il arrive avec sa musique bordel. Eh ben non. On est allé nous refoutre les vieux thèmes, et je dis pas que ce sont des mauvais thèmes, c'est des superbes musiques, mais nom de Dieu, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, c'est la suite des films de Richard Donner et de Tim Burton. Non mais sérieusement, vraiment? Vous trouvez que ça tient la route? C'est l'univers qui a été construit là avec le DCU, c'est pas plutôt un gros reboot? Et ça s'est pas du tout vendu comme un gros reboot? Enfin, je veux dire, il y a Man of Steel au départ, c'est pas du tout le même début que celui de Richard Donner, mais genre pas du tout. Enfin, je sais que je suis un peu énervé sur le truc, mais c'est tellement con quand on a des super thèmes musicaux qui ont été faits avec emphase, avec intelligence, et qui ont leur place très très bien dans cet univers-là, et dans le style de cet univers, d'aller rechercher des vieux machins parce qu'on se rend compte qu'on a complètement foiré le mix des tons, et qu'on va faire revenir ça pour calmer les fans, c'est fou. Et le pire, c'est que ça a marché. Je suis rarement en train de m'énerver devant les critiques, notamment de Seb et Fred Dugrenier, mais notamment Fred a bien aimé le retour de ce thème. Ah putain, mais non, mais pitié quoi. Pitié quoi, quand ça n'a rien à voir avec le film, faut quand même le dire à un moment donné quoi. Alors bon, tant pis, visiblement ça a marché, il y a des fans qui ont aimé, tant pis. Mais moi je vous le dis, c'est ni dans la forme ni dans le fond, ces thèmes ont leur place dans cet univers. Et ça fait chier parce qu'il y avait des super zik qui étaient déjà là. Je m'énerve un peu au-delà de ce que ça devrait m'énerver, parce que ça n'a pas cette importance-là. Mais je trouve que ça syncrétise vraiment. C'est un aveu d'échec, je trouve, de la part de Joss Whedon en plus, hein, honnêtement. Je fais une petite parenthèse là, parce que j'ai vu une analyse intéressante qui disait que au début du film, au tout début, dans le fameux générique dont je parlais, qui était un peu avorté, on voit notamment un moment un clochard au sol, et puis devant lui, il y a un panneau avec marqué « I tried », qui est un beau moment, qui est supposé montrer que le monde est déprimé, quoi. Qu'il y a une sorte de honte sur le monde depuis que Superman est mort, et c'est plutôt joli, je trouve, comme truc. Ça aurait même bien pu clore le générique de manière très belle, si malheureusement il n'y avait pas ce passage, comme je disais, très abscon, où des skinheads d'attaquer une super hit. Ouais, super, je vois pas le rapport, mais bon, peu importe. Ou alors il est beaucoup trop diffus. Cet analyste américain voyait là-dedans un aveu d'échec, et c'est un peu c'est Joss Whedon qui disait j'ai essayé de faire le meilleur film que je pouvais, et j'ai pas pu, I tried.
Et oui, je trouve que c'est plutôt une bonne analyse, connaissant Joss Whedon et la finesse de réalisation et d'écriture de ce mec. C'est probablement à cet endroit-là qu'il dit qu'il a foiré, d'une certaine manière, et qu'il pense qu'il n'a pas réussi son coup. Ok. En attendant, ça reste vraiment décevant. Et à côté de ça, bon, pour moi, ces musiques donc syncrétisent, comme je disais, un aveu d'échec de Whedon, mais aussi de Warner Bros, qui a clairement fait un retour. Ils font un reboot et ils reviennent sur les musiques d'il y a 30 ans, 20 ans. Enfin, c'est maladroit, c'est ridicule, c'est stupide. C'est vraiment très très décevant et je trouve que ça a d'autant plus gâché, je trouve, la place de Justice League dans cette suite de films. Honnêtement, je ne comprends pas ce truc. Purement et simplement, je trouve que ça n'a pas sa place, c'est faible. Et c'est en plus insultant même pour les musiques originales parce qu'elles n'étaient pas dans des films avec ce ton-là, c'était pas ces acteurs-là, c'était pas cette direction-là, bref. C'est une sorte de contresens complet, c'est vraiment ridicule. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir dans la partie spoil, c'était aussi revenir à l'utilisation bancale de Superman. Alors, je m'explique. Le débat sur sa résurrection, notamment entre les différents membres de la Justice League, la résurrection, la rixe qu'il y a entre Batman, Superman et puis les différents super-héros, le retour aux sources, quand il retourne dans le Kentucky avec j'ai oublié mon nom, avec Lois. J'ai trouvé que tout ça c'était plutôt classe. Moi perso j'étais bien dedans. J'ai trouvé que ça fonctionne bien en termes d'enjeux, notamment dans la Justice League, notamment entre les membres. La rixe entre Batman et Wonder Woman, je trouvais que c'était vraiment bien. J'ai senti, à cause des films précédents, mais aussi dans le film tout seul, que Batman que Bruce Wayne franchit vraiment une limite en lui disant, en l'insultant limite dans son rapport à Steve Trevor, et en plus il lâche pas le coup, c'est-à-dire qu'elle le pousse de colère, et il revient lui dire encore, tu viens pas me donner de leçons de gestion de la perte, parce que toi, t'as mis un siècle, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une très bonne utilisation, notamment de ce débat. Est-ce qu'il faut faire revenir Superman ou quoi? Quels sont les risques? Ils savent pas trop, ils jouent un peu aux apprentis chimistes. Et tout ce truc, tout ce build-up que j'ai trouvé plutôt pas mal, honnêtement. Jusque-là, j'étais bien dans le film, au cinoche. Je me suis dit, putain, je comprends pas la critique. Enfin, j'avais déjà vu la fameuse scène avec la moustache. Là, oh putain, le film va avoir du mal à tenir debout, ce qui est vrai. Ce qui est aussi le cas dans ces séquences, malheureusement. Il y a des trucs qui ont été reshootés, et mon dieu, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Mais tout ce build-up qui est plutôt pas mal arrive sur une fin sans réel panache de Superman dans la scène finale. C'est-à-dire que, grosso modo, il est hors champ, puis il est là. Alors du coup, ça provoque plusieurs choses. Le film devient instantanément bancal. Bah oui, pourquoi prendre autant de temps pour le retour de Superman si c'est pour aller aussi vite à la fin? C'est-à-dire que, grosso modo, ils sont en train de se faire tailler, ils vont pas y arriver. Superman arrive hors champ et dit je suis un fan, je sais plus ce qu'il lui dit, je suis un défenseur de la vérité, je suis un gros fan de la justice, donc grosso modo Justice League. Voilà. Donc c'est à peine forcé, déjà c'était pas très bien écrit. Et puis à partir de là, il les défonce, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, le film devient complètement bancal. Pourquoi on monte une équipe si c'est que à la fin tu sens clairement que Superman aurait pu tout faire tout seul? Il peut séparer les fameuses Mother Box grosso modo tout seul. Alors les gens qui me disent mais non, il y a Cyborg qui est en train de... Oui, mais Cyborg il était supposé les faire tout seul à la base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait pas y arriver tout seul. Oui, si encore il s'était occupé de Steppenwolf, il l'avait occupé le temps que on est dans les autres membres de la Justice League par exemple, qui étaient en difficulté, ok, imaginons. Le temps que, justement, pour gagner du temps pour Cyborg, pour que Cyborg arrive à les séparer tout seul. J'aurais entendu quelque chose, mais là, c'est pas ça. Il va séparer les Mother Box, il tatane Steppenwolf, et il peut même sauver des gens beaucoup plus vite que Flash. Donc, tous les autres ne servent à rien. C'est-à-dire que la scène de fin, c'est tout votre bordel, là. Le seul truc intéressant que vous avez fait, c'est de lui redonner la vie. Le reste, vous auriez mieux fait d'attendre qu'il arrive, parce que franchement, vous servez à rien. Franchement. Donc, c'est tout ce build-up pour arriver à une fin qui est inodore et indolore. Grosso modo, c'est un setup avec un payoff décevant, c'est toute une montée avec une récompense. Et je pense que c'est ce qui fait que le film est aussi peu aimé, globalement. C'est qu'il y a vraiment ce gros truc hyper bancal. Sans compter qu'évidemment, tout ça est pollué en plus par des reshoots toujours aussi catastrophiques avec la fameuse moustache. Il y a un moment où... Gros plan sur le visage, en plus, putain, les mecs... Enfin bon, bref... Vraiment, en choix de cadrage et tout, c'était juste compréhensible, mais quand t'as des problèmes techniques, faut que t'imagines d'autres techniques, parce que là, ça va pas, quoi. Concentre-toi plutôt sur Ben Affleck, parce que
il prend Batman par la bouche, là, il le ramène tout près de lui, il lui parle, et puis tu vois sa gueule, et tu vois sa lèvre qui... Ça va pas du tout. Et il a une moustache magique, enfin vraiment c'est... Waouh. C'est assez impressionnant. Alors peut-être que c'est sa vraie bouche, et que c'est pas des effets spéciaux, mais j'ai de sérieux doutes, selon moi. Bref, tout ça pour dire que c'est décevant. Que c'est décevant. Et si on rajoute à ça la fameuse... Il revient avec la musique des anciens films, alors là c'est bon, c'est la fin du monde, quoi, parce que tu dis, putain, il risque de faire un Man of Steel 2 qui ressemble à un Superman comment dire, pardon, de Richard Donner. J'ai rien contre Richard Donner, mais c'est pas ce Superman-là qu'on a envie de voir avec cet acteur-là. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des fans qui veulent retourner à ça, mais Henry Cavill, c'est pas Steve Reeves. Christopher Reeves, pardon. Je sais plus maintenant. Bref. C'est pas... Voilà, c'est tout. Je pense pas dire une énormité en disant ça, et il jouait autre chose. Il jouait un Superman beaucoup plus intériorisé, et beaucoup plus dans un débat intérieur sur ce qu'il a le droit d'utiliser son pouvoir ou pas, quelles sont ses prérogatives, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il crée aussi comme problème. Enfin, c'est pas du tout un Superman marrant qui rigole et puis qui arrive avec son collant, enfin je veux dire, et qui fait du marivaudage au Daily Planet. C'est pas ça, c'est tout. Et je pense pas que c'était un mal, c'était juste une autre manière d'investir le personnage. Donc bref, vous avez compris ma critique, et pourtant j'insiste, hein, le build-up m'avait vraiment convaincu. Je trouve vraiment que le débat sur la résurrection, avec chaque personnage qui prend une position, Flash qui est un peu au milieu comme ça, qui fait des vannes assez drôles, quand il dit par exemple à Batman, tu sais, si elle te tue, on la couvrira. Ça passe bien, c'est des bonnes vannes qui sont bien placées. Je reviens encore sur ce que disait Durandal et la capacité de Joss Whedon à placer des vannes qui cassent pas les séquences ou qui n'en diminuent pas l'intensité, qui sont au bon endroit. Il a absolument raison là-dessus, Durandal. C'est extrêmement bien vu. Il m'a appris un truc, hein, franchement. Je le ressortirai à l'occasion, j'en suis sûr. Et enfin voilà, ça fonctionne bien. L'attitude de Aquaman aussi, qui est un peu un borderline, qui est un peu avec, mais contre l'équipe, qui trouve que ce qu'ils font, ça sert à rien. La scène du lasso, qui du coup fonctionne vraiment bien. Wonder Woman l'a fait parler. C'est vraiment, vraiment bon, quoi. Et voilà, l'attitude de Cyborg aussi, où on sent qu'il est un peu plus qui peut être un vecteur entre l'équipe et Wonder Woman. La relation entre Batman et Wonder Woman qui est vraiment très bien écrite et qui marche globalement dans le film, même s'il y a des passages déséquilibrés, notamment quand elle se retrouve et qu'elle lui explique l'histoire de Steppenwolf. Bon, c'est un peu lourd, c'est pas ça, il y a des choix de mise en scène peut-être qui auraient pu remettre en cause. En tout cas, ça ressemble trop à un tunnel narratif où on t'explique d'où le méchant vient, blabla. Sans compter qu'au final, ça enlève beaucoup de mystique et de mystère au méchant. Bref, il y avait d'autres moyens peut-être de faire ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est très agréable d'avoir pris ce chemin-là dans le film. Est-ce que faire revenir Superman, c'est pas prendre le risque qu'il soit complètement monstrueux, c'est d'avoir un deuxième, un deuxième Doomsday? Est-ce que c'est pas... Enfin voilà, tout ça c'est très intéressant. La séquence où Flash doit courir et donner l'énergie nécessaire pour animer la Mother Box, c'est une super séquence, c'est très beau. Enfin voilà, je trouve que la rixe entre la Justice League et ce Superman est vachement bien, c'est une très belle séquence. Même si je pense qu'ils ont un peu trop forcé sur le fait que Superman est beaucoup plus fort que tous, je pense pas que ce soit aussi simple dans la BD. En tout cas, moi j'ai pas cette sensation. Je trouve que c'est ce qui crée l'intérêt de la Justice League. Donc j'aurais même été prêt à voir Batman débarquer avec un bout de kryptonite. Quand il parle du Big Guns, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Genre il se rend compte qu'il a créé un monstre, il est à la limite de le tuer avant que Lois arrive. Enfin, il y avait d'autres choses à faire. Mais ça reste bien foutu. Mais ça se casse complètement la gueule parce que c'est pas parfait encore une fois et que voilà, à la fin il débarque et puis il fait tout seul. Du coup même la fameuse fin là on les voit courir avec Flash qui aurait pu être très sympathique, ils ont déjà répondu avant. Lui il sauve plus de monde et plus vite, il part dans la direction inverse, Flash s'arrête genre 20 secondes et lui il débarque avec un immeuble avec des gens dedans et... Enfin voilà, donc il est peut-être un peu moins rapide, ouais, on s'en fout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas d'autre enjeu que de dire ils sont une équipe, maintenant ils s'entendent bien, bon, ok. Mais on avait compris, vous avez tellement forcé dans la fin en faisant rire Superman et Cyborg de manière complètement forcée à la fin, c'est vraiment complètement forcé, je n'y crois pas du tout à cette séquence. Bref, ils se mettent à rire dans tous les sens d'un seul coup, parce qu'il faut être léger, c'est la vie, enfin... Oh là 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 là, que de problèmes. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait une très très bonne idée à la base. Alors vous comprenez où je vise, hein, je pense que Zack Snyder allait dans une direction complètement différente. Et puis Whedon a voulu aller dans une autre direction avec le soutien de Warner Bros. Bon, tant pis.
D'ailleurs, ça me permet d'aller vers la fin du film qui montre, selon moi, que Whedon ne voulait pas en phaser autant sur le retour de Superman. Mais qu'il n'a pas eu le choix avec ce qui avait déjà été tourné, à mon avis. Ou tout simplement parce que Whedon avait plus d'intérêt pour l'équipe. Et en soi, pour la formation de l'équipe, ça l'intéressait pas trop, je pense, du besoin de faire revenir Superman et tout ça. Oui, le faire revenir, pourquoi pas, mais lui donner autant d'importance dans la narration, je pense pas que ça l'intéressait. Je pense que ça explique le retour expédié de Superman à la fin, qui est vraiment abrégé. Hein. Je suis désolé, mais il y aurait eu besoin de reshoot, clairement, pour emphaser un peu plus cette séquence. Et puis ça marque aussi le fait que Warner Bros. Ne voulait pas être bloqué par une fin qui lançait d'autres films de DCU, comme une fin avec Darkseid ou Green Lantern, ce qui a priori était le désir de Snyder avant qu'il quitte le projet, et qui donc devait lancer un Justice League 2 beaucoup plus rapidement. Donc ils ont évité ça, même si on entend à un moment donné Steppenwolf dire Darkseid, bon bref. Il y a aussi le fait que le cut de Snyder à la base, a priori, devait faire 3 heures, ce qui explique à mon avis aussi la sensation d'absence de réelle troisième partie du film. Et ça explique aussi les problèmes de rythme globaux, au-delà du fait que c'était mal géré par Whedon, je pense, certes, mais c'était déjà très difficile à gérer à la base. Je pense qu'il avait déjà tourné une partie de ces 3 heures. C'est des tournages très complexes, on ne tourne pas les films dans le sens chronologique quand on a autant de coûts financiers, d'effets spéciaux, de lourdeur technique. Du coup, je pense qu'il y a des choses que Whedon a vraiment expédiées, peut-être parce qu'il n'a pas pu retourner, peut-être parce que c'était trop cher, peut-être aussi parce qu'il ne voulait pas, bref, quoi qu'il en soit, c'était déjà difficile à gérer à la base, et je trouve qu'il a d'autant plus mal géré ce qu'il avait. Et je finirai simplement cette partie spoiler en évoquant ma sensation, encore une fois, du DCEU. C'est le quatrième film sur 5, oui c'est ça, il y en a... le quatrième film sur 5 qui est schizophrène, c'est-à-dire que à la tête du film t'as pas une personne comme sur Wonder Woman qui décidément était pourtant l'exemple parfait. Patty Jenkins a été tout seul, il y a une idée d'histoire de Zack Snyder mais c'est elle qui a fait le film et comme par hasard le film tient la route et il est bien. C'est pas compliqué à un moment donné, eh bah si, ça a l'air d'être compliqué puisqu'à la tête du film on a eu finalement Snyder qui est dû partir pour raison familiale, ok, mais qui a nommé Joss Whedon, mais tu sens bien qu'il y a eu la Warner Bros derrière quoi. Donc on a une sorte de monstre à 3 têtes de nouveau sur un film. Et ça donne encore un résultat hyper bancal. Mais je comprends pas que ce soit pas clair dans leur tête au bout d'un moment, ça. Alors je connais pas l'avenir du DCU, mais Warner Bros. A créé beaucoup plus de problèmes, je trouve, qu'ils n'en ont résolu sur cette suite de films. Et en plus, à des endroits, je trouve qu'ils étaient vraiment pas nécessaires, quoi. Mais quelle idée d'aller chercher les musiques des anciens films, quoi. Je peux pas croire que ce soit une idée de Whedon. Whedon n'est pas stupide à ce point-là. Bref, c'est un exemple parmi d'autres. Le côté oui, il faut rire là d'un seul coup, il faut rire beaucoup. Il faut qu'il rigole à la fin, sinon ça va pas. Donc je sais pas, peut-être que la solution ce serait qu'il crée un DC Studio qui est vraiment indépendant de Warner Bros, comme le Marvel Studio. Je pense vraiment que c'est nécessaire. Je pense vraiment qu'il faut qu'il se sépare de Warner Bros en termes de direction artistique et qu'il mène que des gens de DC qui connaissent vraiment l'univers soient à la tête du truc, comme Kevin Feige y est arrivé au final dans Marvel Studios et a proposé sa création justement pour réussir à garder l'indépendance créative nécessaire, à pas être littéralement bouffé à chaque vente du studio. Là maintenant ça appartient à Disney et pourtant ils ont encore... Je trouve que c'est difficile de voir la patte de Disney entre le moment où Disney achète les films Marvel et l'avant. Je trouve vraiment qu'il y a une continuité qui est extrêmement cohérente. Donc je pense que ça ferait du bien au DC Cinéma d'avoir d'abord un DC Studio derrière. Quitte à être vendu un jour à Disney, hein, puisque Disney rachète tout et tout le monde. On va bien finir par avoir au cinéma le fameux crossover Iron Man contre Batman, vous voyez le truc, et Captain America contre Superman. On va bien finir par l'avoir à la fin de cet âge d'or des films de super-héros. Parce que je fais une toute petite parenthèse, je l'ai peut-être pas dit dans d'autres vidéos, mais c'est évident pour moi qu'on est dans un âge d'or des films de super-héros. Il y en a trop par rapport au public classique. Moi j'adore, donc je les vois tous, machin, blablabla, et je trouve que globalement, on a un niveau moyen global qui est plutôt bon, hein. J'insiste, on est parti de loin, hein. Retournez voir Catwoman ou ma copine Electra, là, et je pense que vous verrez qu'il y a eu quand même... on peut critiquer Justice League, mais on peut difficilement le comparer à des boosts pareils. Donc tout ça pour dire, il y a quelque chose, on est dans un âge d'or, il y a quand même un niveau de production, un niveau d'écriture aussi qui est vraiment pas mal. Et même si je défonce Justice League là, il y avait de bonnes idées qui ont été mal gérées, mais il y avait de bonnes idées à la base. Donc, qui dit âge d'or, dit aussi une fin, et je pense qu'à un moment ou un autre,
Je pense qu'on va, avec le prochain Avengers, amorcer une descente peut-être de l'intérêt vers ces films-là. Bah, il y en a quand même eu 10 ans de suspense, c'était beaucoup, Marvel a tenu la dragée haute, DC a embrayé, a pas réussi tout à fait à prendre le relais, et je sais pas, peut-être qu'ils vont y arriver avec les prochains films, peut-être que je me trompe et que ça va durer plus longtemps, mais je pense qu'à un moment donné, ce style, ce genre va prendre du recul, va être moins adapté au cinéma, et on verra une baisse, peut-être pas forcément pour que les films soient moins bons, hein, mais il y en aura moins, et peut-être un autre genre va prendre le relais, je ne sais pas lequel actuellement. Je pense pas qu'on va continuer comme ça encore pendant 20 ans avec des films de super-héros. Je ne pense pas, mais peut-être que je me gourre. Hein. Moi, j'aime bien les films de super-héros, donc ce serait tant mieux pour moi, mais je pense que ça va quand même se calmer à un moment donné. Et j'espère qu'il va pas arriver ce qui est arrivé au western, c'est-à-dire un trou à un moment donné, on n'en fait plus parce que c'est ringard, plus question d'en faire. J'espère qu'il n'y aura pas ce retournement de veste vraiment stupide que le western a subi à un moment donné, puis on n'en avait plus du tout, ce qui était vraiment dommage. C'était un super style de film. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont revenus avec, aussi bien Tarantino que d'autres, pour nous en donner des vraiment bien. J'espère juste que ça va devenir un style, vraiment, et qu'on va continuer à en faire, mais je pense qu'il y en aura moins, que ça aura moins de succès, ce qui va aussi permettre peut-être d'avoir des écritures plus radicales encore, même si encore une fois, il y a eu des films très radicaux comme Watchmen ou Super aussi, sur lequel j'ai fait une vidéo, donc si vous voulez le voir, allez-y, j'ai fait un film dessus. Bref, je finis avec ma petite pub en rat. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me suis un peu lâché là dans la partie spoiler, je me calmerai à l'avenir. Vous connaissez la formule, Twitter, Facebook, likez pour aider que les vidéos soient vues, blablabla. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de HO. Merci les amis, ciao.